Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres de ce jeudi 14 janvier. Fermés depuis plusieurs mois, ils sont au bord du désespoir. Les cinémas ne comprennent plus pourquoi ils doivent rester fermés. Marine Schneider est allée à la rencontre de 2 gérants de salles du côté d'Annecy. Elle est au cœur du village et en reflète l'âme. L'épicerie de Bellevaux dans la vallée du Brevon existe depuis 1938 et elle a résisté à toutes les épreuves. Jean-Paul Crespi a rencontré la famille Buino qui gère l'établissement depuis des générations. En Savoie, la Covid continue de circuler. Le taux d'incidence est de 200 pour 100 000 habitants, 225 pour la Haute-Savoie. Alors que le Premier ministre est en train de s'exprimer et qu'un nouveau couvre-feu renforcé à partir de 18h est pressenti, la vaccination continue de s'étendre un peu partout en France. 4 centres de vaccination sont d'ores et déjà ouverts en Savoie, à Chambéry, à Aix-les-Bains et depuis cet après-midi à Saint-Jean-de-Maurienne et Moutier. Comme vous le voyez sur ces images de Fanette de Buisson, déjà 1000 personnes ont été vaccinées et chaque jour, ce sont près de 400 nouvelles vaccinations quotidiennes qui sont prévues. Dès aujourd'hui, une partie du grand public, quelques personnes âgées de plus de 75 ans, ont pu se faire vacciner pour compléter les plannings des professionnels et ne pas gâcher les doses. On écoute quelques réactions recueillies sur place tout à l'heure à Moutier. Je pique. Bon, vu la situation, on a un peu peur, quoi. Et puis on a des petits-enfants quand même aussi, des enfants, des petits-enfants, on a envie de les protéger aussi, quoi. Pourquoi nous sommes prêts? Bien, tout simplement parce que nous avons dupliqué l'organisation que nous avions sur la campagne de dépistage, avec le téléphone, avec les prises de rendez-vous, avec une organisation avec les professionnels de santé et avec des partenaires comme les sapeurs-pompiers. Pour vous donner un chiffre, nous avons eu entre 9h et 11h ce matin 320 appels pour demander des rendez-vous et on est en capacité de traiter 60 vaccinations cet après-midi. Donc voilà, il faut mettre en coordination. C'est là la difficulté maintenant. Le frein, il est où? Il est tout simplement dans la disponibilité des vaccins. Donc, ce que j'ai rappelé à Monsieur le Préfet aujourd'hui, c'est l'importance pour nous de pouvoir rapidement disposer de plus de doses pour que les vaccins puissent être administrés. Pour l'instant, il y a 2 façons de prendre les rendez-vous. La première, c'est par téléphone. Et donc, chaque centre de vaccination a un numéro de téléphone qui ont commencé à être diffusés par la presse, qui seront encore plus relayés dans les heures qui viennent. Et il y a également, à partir de ce soir, le site gouvernemental santé.fr qui renverra à l'ensemble des centres de vaccination dans chacun des départements avec les coordonnées et surtout la possibilité, en utilisant l'une des 3 applications, Doctolib, Keldoc ou Maya, de pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. On a déjà beaucoup d'appels. Ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas que les gens se fassent de soucis, les personnes âgées. On est parti sur une campagne de vaccination qui va durer plusieurs semaines pour les personnes de plus de 75 ans. Donc au minimum les 4 à 6 prochaines semaines. Donc les plannings vont s'étoffer et il y aura de la place et des vaccins pour tout le monde. Et j'ajoute que le centre est ouvert également le samedi. 2 nouveaux centres ouvriront pour les plus de 75 ans et les professionnels de santé à partir de lundi à Albertville et Bourg-Saint-Maurice. Vous voyez à l'écran les numéros pour prendre rendez-vous. Possibilité également de prendre rendez-vous par internet sur le site santé.fr. Dans l'actualité également, un skieur italien a trouvé la mort dans une avalanche à Courchevel. Son corps a été retrouvé ce jeudi par le peloton de gendarmerie de haute montagne. L'homme, un moniteur indépendant résidant à Brides-les-Bains, évoluait en ski de randonnée. Le risque avalanche reste toujours élevé sur nos massifs en Pays de Savoie. Restez donc prudents. Les salles obscures et leurs fauteuils rouges n'accueillent plus de public depuis le 29 octobre. Les gérants de cinéma n'ont toujours pas de visibilité sur les semaines à venir. Pourtant, ils ont mis en place un protocole sanitaire strict dès l'été dernier. Ils s'indignent aujourd'hui face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Reportage à Annecy de Marine Schneider. Les fauteuils n'ont pas bougé, les images défilent. Ce grand écran n'a pas vu un seul spectateur depuis 3 mois. Pourtant, tout était ficelé, port du masque, place espacée de 3 fauteuils et même un sens de circulation. Pour cette gérante, cette fermeture n'est toujours pas justifiée. C'est vraiment injuste. On n'a jamais vu
un malade du Covid ou un cluster se faire dans les salles de ciné en France. On ne comprend pas pourquoi ils nous obligent à tout fermer. C'est désormais la distanciation culturelle qui règne et c'est bien ce qui inquiète François, ce gérant de cinéma. La culture et plus généralement l'ouverture sur le monde est mise à mal par ce virus. On ne mesure pas aussi à quel point il est important de se trouver, de se retrouver au travers des produits culturels, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma. Je crois que ça fait partie des pierres fondatrices de notre citoyenneté. C'est grâce à ça qu'on appréhende la laïcité, c'est grâce à ça qu'on appréhende l'autre. Il ne faut pas oublier aussi ce qui se passe aux États-Unis, il ne faut pas oublier aussi que des gens encore aujourd'hui essayent de traverser la Méditerranée. Alors pour cultiver l'esprit critique de ses spectateurs, il serait prêt à adopter la jauge d'accueil des lieux de culte. Que ce lieu de culte soit plus important politiquement pour le gouvernement que les lieux culturels, là, il y a une vraie colère. Alors évidemment, il y a des protocoles, il y a des jauges, mais en tout cas, moi, je serais prêt avec la jauge des cultes, c'est-à-dire 30%, je crois, ouvrir la salle. Reste à savoir si les nouveaux variants du virus ne vont pas remettre la France sous cloche et priver davantage les Français des regards d'auteur. Les cinémas, eux, attendent un épilogue. Du cinéma toujours avec notre invité du soir, Jérémy Zelnik, qui est en liaison avec nous. Bonsoir, vous êtes le directeur des événements professionnels pour le Festival du film des Arcs. Vous êtes en liaison Skype avec nous, merci beaucoup. Bonsoir. Alors d'abord, on vient de le voir dans le reportage précédent, les gérants de salles sont à bout de nerfs, à bout de patience. Est-ce que vous les comprenez ? Oui, tout à fait, je les comprends parce que ça fait maintenant de longs mois qu'ils n'ont déjà pas de perspective et que c'est vrai que je comprends à la fois les gérants de salles et d'ailleurs les distributeurs, il faut penser aussi au reste de l'industrie parce que les films sont complètement bloqués, ils ne peuvent plus sortir et c'est vrai que ça a été très dur pour eux parce qu'on pensait que le 15 décembre ça allait pouvoir repartir et là on n'a vraiment aucune visibilité sur quand les salles vont pouvoir réouvrir et comme le gouvernement a annoncé que tant qu'on ne serait pas en dessous, a priori, de ce chiffre de 5000, on ne réouvrirait pas. Donc ça paraît, on a peu de visibilité. Vous évoquez l'industrie, les professionnels de ce secteur. Justement, là, on est à la veille d'un événement professionnel. Votre événement, c'est l'Industrie Village, qui est l'événement professionnel du Festival des Arcs. Une édition cette année particulière, puisque tout va se dérouler en ligne ? Alors, presque tout. Se déroule en ligne. Effectivement, le principe de notre événement, c'est qu'on est un marché de financement de projets de films, donc des films qui sont soit en début de développement, soit on monte les premiers extraits. On va permettre à des partenaires potentiels de ces films de les voir donc, en ligne dans toute l'Europe, et même dans le monde entier. Donc à vrai dire, ça offre aussi des perspectives pour certains qui ne viennent parfois pas aux Arcs. Et on a fait une très belle plateforme. On va, cela dit, avoir quelques personnes présentes à Paris, à partir de la semaine prochaine, on va venir quelques talents européens, 8 jeunes talents, et certains de nos jurys pour avoir quand même des délibérations et surtout que notre jury voit ce qu'on appelle les work in progress, des extraits de films en post-production dans un vrai cinéma. Donc ce sera une projection privée en respectant évidemment toutes les contraintes et les mesures barrières, mais ça permet qu'ils ne voient pas sur un écran d'ordinateur, mais dans de vraies conditions les films, enfin les projets de films, les extraits de films qu'on montre. Pour bien comprendre, l'événement, c'est une sorte de tremplin pour certains films ? Exactement. En fait, on sélectionne, on va dire, une cinquantaine de projets. On a aujourd'hui plus de 500 participants. On est considéré comme un des 2 ou 3 plus gros marchés de ce qu'on appelle donc de financement en Europe. Avec la Berlinale, on a un, Rotterdam, on a un. Et on est, on va dire, dans les 3 leaders, parce que Cannes est moins sur ce créneau, ils sont plutôt sur les films terminés. Et on permet à la fois à des jeunes réalisateurs, mais aussi à des réalisateurs plus confirmés de trouver des partenaires pour financer leurs projets et ensuite pour aider leurs projets à vivre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de programmateurs de festivals, dont les plus grands festivals, Cannes, Venise et Berlin, qui regardent les projets qu'on a sélectionnés. Et on a eu beaucoup de succès ces dernières années de films qu'on a montrés et qui ensuite sont allés justement, Girl par exemple, qui a eu la Caméra d'Or à Cannes. On avait eu Le Fils de Saul, grand projet, il y a plusieurs années avant qu'il ait un Oscar. Donc on a ce qu'on appelle un track record de films qui ont eu des grands succès alors qu'on les avait repérés aux Arcs.
Est-ce que l'engouement pour cette édition 2021 est le même? Est-ce que les participants ont répondu présent malgré ce contexte d'incertitude pour cette industrie? Alors, ils ont doublement répondu présent, parce qu'on a un deuxième événement professionnel qu'on avait lui organisé sur novembre-décembre, mais qu'on va poursuivre sur toute l'année, qui est consacré aux exploitants justement et aux distributeurs. Et on a eu plus habituellement aux arcs, disons qu'on a une centaine d'exploitants qui viennent. Là, on en a 400 qui se sont inscrits pour prévisionner des films, donc c'est assez considérable. Et on va faire tout un programme pour réfléchir justement au jeune public en salle et à la relance quand les salles pourront ouvrir. Et sur notre industrie village, là ça commence donc la semaine prochaine le 20, mais on a déjà 500 inscrits, donc on est à peu près sur les mêmes chiffres qu'en présentiel. Et ça va encore monter puisqu'il reste quelques jours pour que les participants puissent s'inscrire. Donc oui, on a une vraie participation au moins aussi importante, voire plus importante dans certains cas que dans une édition classique. Est-ce que vous avez des coups de cœur ou des choses que vous attendez particulièrement là cette année? Notre session, ce dont je parlais tout à l'heure, notre session Work in Progress, donc c'est-à-dire qu'on monte en fait des extraits de 8 minutes de films qui ont été tournés et qui sont en montage ou en fin de ce qu'on appelle de post-production. On a des très beaux projets. Alors je vais éviter d'influencer nos jurés, mais de films de réalisateurs qu'on espère retrouver à Cannes l'année prochaine. Et on a fait une assez jolie session. On était le week-end dernier aux Arcs pour tourner des séances de questions-réponses et mettre tout ça en images pour que ça ait une vraie saveur de montagne. Donc je pense que ça sera un des vrais temps forts en tout cas de notre édition, et je suis curieux de voir la réaction des participants. Quels sont vos souhaits pour terminer pour le cinéma en cette année 2021? Mon souhait, c'est que les salles puissent rouvrir le plus rapidement possible et que surtout que le public soit... Alors on l'a vu, c'était intéressant à la fin du premier confinement, à la réouverture des salles, qu'il y avait peu de films américains et on avait peur que l'offre pénalise les salles, et d'autant plus avec les contraintes. Mais on a vu qu'en fait, certains films ont eu un vrai succès. Je pense à Antoinette dans les Cévennes, je pense à des films français notamment qui ont bien marché. Et j'espère que le public sera au rendez-vous à la réouverture et que ce sera aussi une chance pour notre cinéma et français et européen, parce que les arcs, rappelons-le, des formes de cinéma européens, d'exister et que ce sera un vrai redépart. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter à mon avis de mieux pour le cinéma. Merci beaucoup, merci Jérémy Zelnick d'avoir été avec nous depuis les Arcs. Merci beaucoup, merci à vous. Et on poursuit ce journal avec le troisième volet de notre série consacrée aux épiceries qui ont joué un rôle particulièrement important pendant les confinements. Aujourd'hui, nous découvrons une épicerie de village au sommet de la vallée du Brevon. Tenue depuis 3 générations par la même famille, elle a su au fil des ans s'adapter pour pouvoir encore aujourd'hui offrir à ses clients bien plus que le nécessaire. Jean-Paul Crespi a poussé pour nous les portes du lieu. Au cœur de la vallée du Brevon, une petite épicerie au centre du village de Bellevaux ne s'est jamais résignée à fermer définitivement sa porte. Depuis 1938, puis en 1955, date de son changement d'adresse, une famille assure tous les jours de la semaine l'ouverture de son commerce. Si le lieu a profondément changé depuis plus de 70 ans, l'esprit d'une famille veille à proposer tout ce dont les habitants ont besoin, de l'épicerie traditionnelle au petit électroménager, sans oublier les produits locaux et l'éternel produit de dépannage. Moi, j'ai refait le premier agrandissement en 1974, quand j'ai repris, moi. J'ai fait la moitié du petit magasin à l'entrée. Et puis en 1988, j'ai refait l'agrandissement de ce côté. À ce moment-là, la station essence, il n'y en avait pas partout. Ils en ont installé à Mechevette, ils en ont installé à Berre, ils en ont installé à Vailly. Je les ai tous vus repartir. Puis moi, je suis resté. J'explique qu'on a persisté pour résister. Un point, c'est tout. Pour moi, c'est une fierté d'avoir pu conserver tout ça et d'avoir eu quelqu'un pour y reprendre. On essaye de trouver tout ce que les gens cherchent. Ça peut aussi, même les choses qu'on n'a pas, on commande, on se débrouille, on les trouve. On essaye de tout faire pour que les gens repartent avec ce qu'ils ont besoin. C'est beaucoup de travail, il faut vraiment s'impliquer, mais c'est une passion. Et puis, moi, j'aime bien ce que je fais.
Voilà. Je n'ai pas la contrainte d'aller travailler quand je viens ici. Lieu de vie incontournable et essentiel du village, l'épicerie en libre service revendique le qualificatif de commerce multiservice des 4 saisons. Et quand une cliente ou un client exprime le besoin d'un produit particulier, le réseau est sollicité pour satisfaire la demande. Innovateur et flexible, le patron incarne le véritable esprit d'entreprise de la famille. On vit au rythme des saisons. C'est important d'avoir tous les produits qu'on a besoin. Si c'est du sel de déneigement, on a besoin maintenant, on n'a pas besoin au mois de juillet. Hein. Voilà. Et tout est un peu réglé comme ça. Quand c'est la période des fleurs, la période des chrysanthèmes, la période de tout, des salaisons pour quand tu tues le cochon, toutes ces choses-là. Et il faut répondre un peu à toutes les demandes. Cette épicerie, c'est l'articulation des commerces sur la commune de Bellevaux et puis sur le chef-lieu aussi. Bellevaux, on est une commune qui est assez étendue. On a besoin d'une vie, on a besoin de cette épicerie, l'articulation complète de tous nos commerces. Ouverte 7 jours sur 7, l'épicerie privilégie le contact humain et la convivialité, le service qu'elle s'efforce également d'offrir à toutes les associations du village. Si certains lui donnent encore aujourd'hui l'appellation « l'Étoile des Alpes » et pour les plus familiers « l'Étoile », nous devons en être certains. La petite épicerie de Bellevaux s'est construite son identité, protégeant ainsi et en toute discrétion l'âme du village. Une idée d'activité pour les enfants et leurs parents. Pendant les vacances de février, la vélostation de Chambéry propose des stages gratuits pour apprendre à manier son vélo ou découvrir des itinéraires à parcourir en famille en toute sécurité. Rendez-vous sur le site vélostation-chambéry.fr pour plus d'informations. Et avant de refermer ce journal, quelques informations délivrées à l'instant par le Premier ministre Jean Castex lors de sa nouvelle prise de parole concernant les mesures de lutte contre la pandémie. Il a annoncé, c'est désormais officiel, le passage à un couvre-feu avancé à 18h pour toute la France pour au moins 15 jours à partir de ce samedi. Le contrôle aux frontières est également renforcé avec les frontières hors UE. Ça concerne donc nos frontières avec la Suisse. Il sera exigé un test. Ça concerne, on y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. On se quitte en images avec la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. La course de chiens de traîneau a fait étape à Megève ce mercredi. 29 mushers ont pris le départ du parcours de 32 km et 1200 mètres de dénivelé. Sylvia Ulrich remporte l'étape du jour en catégorie Open avec seulement 53 secondes d'avance sur Rémi Coste. Rémi Coste qui conserve sa première place au classement général. Cindy Duport se classe première en catégorie Limited. Aurélie Delattre monte sur la première marche du podium du trophée France Bleu. Ce vendredi, nous serons en direct de l'arrivée de l'étape de Pralognan-Lavanoise. Dans un instant, la météo et le dernier épisode de Panorama avec Emmanuel Jo. Je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc. Passez une belle soirée.